La trahison est un poison qui se répand lentement dans l'âme. Elle brûle, consume, et laisse des cicatrices invisibles que même le temps ne peut effacer complètement. J'ai 68 ans, et je croyais avoir tout vécu, tout surmonté. Les deuils, les échecs, les moments de doute, mais rien ne m'avait préparé à découvrir que mon propre fils, ma chair et mon sang, complotaient pour me faire disparaître. Je m'appelle Geneviève Dufresne. Ancienne professeure de chimie à l'Université de la Sorbonne, veuve depuis 12 ans, mère d'un fils unique, Philippe. Ma vie s'écoulait paisiblement dans mon appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris, un espace rempli de souvenirs, de livres précieux et d'œuvres d'art que mon mari Georges et moi avions collectionnés au fil des années. Les grandes fenêtres donnent sur un jardin intérieur où les oiseaux viennent chanter chaque matin. C'était mon havre de paix, mon refuge. Je me souviens parfaitement de ce jour qui a tout changé. C'était un mardi d'automne. Les feuilles dorées des marronniers dansaient dans le vent, et la lumière douce de septembre filtrait à travers les rideaux de mon salon. Philippe était venu prendre le petit déjeuner avec moi, comme il le faisait occasionnellement. À 42 ans, mon fils occupait un poste important dans une banque d'investissement. Toujours impeccablement vêtu, son costume sur mesure et sa montre suisse reflétaient sa réussite professionnelle. J'étais fière de lui, de l'homme qu'il était devenu, ou du moins, de l'homme que je croyais qu'il était. Ce matin-là, il semblait préoccupé, consultant fréquemment son téléphone. Il m'avait parlé de projets d'investissement, de stress au travail, puis avait demandé à utiliser ma salle de bain. « La pression de l'eau est meilleure chez toi, maman », avait-il plaisanté avant de disparaître dans le couloir. Son téléphone était resté sur la table basse, face contre le bois précieux de l'héritage familial. Je ne suis pas de ces mères qui espionnent leurs enfants. J'ai toujours respecté l'intimité de Philippe, même lorsqu'il était adolescent. Mais parfois, le destin a une façon étrange de nous révéler des vérités que nous préférerions ignorer. Son téléphone s'est illuminé, vibrant légèrement sur la surface polie. Un message s'est affiché sur l'écran. Un message de Camille, sa petite amie depuis 6 mois, que je n'avais rencontrée que 2 fois lors de dîners tendus où elle m'avait à peine adressé la parole. « Alors, des progrès avec le plan? Je commence à m'impatienter. Je veux me débarrasser de ta mère au plus vite et recevoir cet héritage. » Ces mots sont apparus comme un coup de poignard. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Le temps s'est arrêté. Les bruits de la ville, le chant des oiseaux, même le tic-tac de la pendule ancienne, tout s'est évanoui. Il ne restait que ces mots terribles qui flottaient devant mes yeux. Sans réfléchir, guidé par un instinct de survie que je ne me connaissais pas, j'ai pris le téléphone. Mes doigts tremblants ont fait défiler la conversation. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Des semaines de messages, de plans, de stratégies. Il parlait de médicaments à doser progressivement dans mon thé du soir, de documents à falsifier, de médecins à soudoyer pour me faire déclarer mentalement incapable. Il discutait de la valeur de mon appartement, de mes comptes en banque, de mes bijoux, évaluant ma vie comme on évalue un bien immobilier. Le bruit de la chasse d'eau m'a ramené à la réalité. J'ai reposé le téléphone exactement dans la position où il était, les mains tremblantes, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Puis, j'ai fait quelque chose dont je ne me serais jamais cru capable. J'ai composé mon visage en un masque de normalité. J'ai repris ma tasse de thé, fin de lire le journal, et quand Philippe est revenu, je lui ai souri comme si rien ne s'était passé. « Tout va bien, maman ?» a-t-il demandé, notant peut-être une légère pâleur sur mon visage. « Parfaitement bien, mon chéri. Je réfléchissais juste à ce que je pourrais préparer la prochaine fois que tu viendras dîner avec Camille. » Il a eu un sourire que je n'ai pas su interpréter à ce moment-là, mais qui aujourd'hui me glace encore le sang quand j'y repense. « Ne te fatigue pas trop, maman. Tu sais que ta santé est fragile. Ma santé, qui n'avait jamais été fragile. J'avais eu une pneumonie l'hiver précédent, certes, mais je m'étais parfaitement rétablie. Je faisais de la natation 3 fois par semaine, du yoga le week-end, mais dans leur scénario, j'étais déjà une vieille femme diminuée, au bord de la tombe. Après son départ, je suis restée longtemps immobile dans mon fauteuil, les yeux fixés sur la porte qu'il venait de franchir. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, l'enfant pour qui j'aurais donné ma vie sans hésiter. Cet enfant planifiait ma mort. Les larmes sont venues, bien sûr, torrentielles, incontrôlables. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient secs, jusqu'à ce que ma gorge soit en feu. Puis est venue la colère, une rage froide, calculatrice, que je ne me connaissais pas,
Une partie de moi voulait le confronter immédiatement, lui hurler ma douleur et ma déception. Une autre, plus primitive, voulait le punir, lui faire ressentir la même trahison. Mais la scientifique en moi, la femme qui avait passé sa vie à analyser, observer, comprendre, a pris le dessus. J'ai arrêté de réagir émotionnellement et j'ai commencé à penser stratégiquement. Philippe et Camille avaient un plan. Eh bien, j'allais en élaborer un meilleur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise à mon bureau ancien, j'ai commencé à noter tout ce que je savais, tout ce que j'avais lu dans leurs messages. J'ai analysé leurs intentions, leurs motivations, leurs faiblesses. J'ai dressé une liste des personnes en qui je pouvais avoir confiance. Mon vieil ami et avocat, Maître Lefebvre, ma collègue de l'université et amie proche, Sophie Blanchard, toxicologue renommée, Claude Rousseau, mon voisin et ancien juge d'instruction. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil caressèrent les toits de Paris, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas fuir, je n'allais pas me cacher. J'allais affronter cette situation avec toute l'intelligence et la dignité dont j'étais capable. J'allais transformer cette trahison en une leçon que mon fils n'oublierait jamais. J'ai préparé du café, fort et noir comme je l'aime. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Maître Lefebvre. Sa voix grave a résonné après 3 sonneries. « Mathieu, c'est Geneviève. J'ai besoin de ton aide pour une affaire. Délicate. Pourrais-tu passer me voir aujourd'hui? C'est urgent. » Il a dû percevoir quelque chose dans ma voix, car il n'a pas posé de questions. « Je serai chez toi à midi, Geneviève. » Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé mes propres recherches. Si Philippe croyait que sa vieille mère serait une proie facile, il se trompait lourdement. Je n'étais peut-être plus la jeune femme énergique qui avait gravi les échelons académiques dans un monde dominé par les hommes, mais mon esprit était aussi affûté qu'à l'époque où je dirigeais le département de chimie. Les heures suivantes ont été consacrées à la préparation méticuleuse de ce qui allait devenir ma contre-attaque. Chaque détail comptait. Chaque mot que je prononcerais devrait être calculé. Car dans cette partie d'échecs macabres que mon fils avait initiée, je n'avais pas l'intention de perdre. Ni ma dignité, ni ma fortune, ni ma vie. À midi précis, la sonnette de mon appartement a retenti. Mathieu Lefebvre, fidèle à sa ponctualité légendaire, se tenait dans le couloir, son attaché-case en cuir à la main et une expression soucieuse sur son visage buriné par les années. À 65 ans, Mathieu avait conservé cette prestance qui intimidait ses adversaires au tribunal. Ses cheveux poivre et sel impeccablement coiffés et son costume 3 pièces trahissaient l'homme méticuleux que j'avais toujours connu. « Geneviève » m'a-t-il salué en m'embrassant sur les 2 joues. « Tu m'inquiètes? Que se passe-t-il » Je l'ai conduit jusqu'au salon où j'avais préparé du café et des petits gâteaux qu'il affectionnait particulièrement. Les habitudes de toute une vie ne s'effacent pas en une nuit, même quand votre monde s'écroule. Assieds-toi, Mathieu. Ce que je vais te raconter va te sembler incroyable. Pendant l'heure qui a suivi, je lui ai tout raconté. Les messages découverts par hasard, les plans détaillés de Philippe et Camille, leur froide détermination à me faire disparaître pour s'emparer de mon héritage. Mathieu m'écoutait sans m'interrompre, son visage se durcissant à mesure que mon récit avançait. « As-tu des preuves » a-t-il finalement demandé, l'avocat en lui prenant immédiatement le dessus. Uniquement ce que j'ai lu sur son téléphone. Ce n'est pas suffisant légalement. Ces messages pourraient être interprétés différemment, ou il pourrait prétendre que c'était une plaisanterie de mauvais goût. J'ai hoché la tête, ayant déjà anticipé cette réponse. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, Mathieu. Je veux recueillir des preuves irréfutables. Un sourire triste a traversé son visage. Tu as toujours été 3 coups d'avance, Geneviève. Même à l'université, quand nous étions jeunes. Nous avons élaboré un plan. Mathieu contacterait un détective privé de confiance pour surveiller les communications de Philippe et Camille. Sophie Blanchard, ma collègue toxicologue, analyserait discrètement tous mes médicaments et ma nourriture pour détecter d'éventuels poisons. Quant à moi, je devrais jouer un rôle, celui de la mère vieillissante, de plus en plus fragile et confuse. Ce sera dangereux, a averti Mathieu. S'il soupçonne que tu es au courant, je suis professeur de chimie, Mathieu. J'ai passé ma vie à observer des réactions, à anticiper des résultats. Mon propre fils ne me connaît pas aussi bien qu'il le croit. Après le départ de Mathieu, j'ai commencé ma métamorphose. J'ai troqué mes tailleurs élégants contre des vêtements plus amples, plus vieillissants. J'ai modifié subtilement ma coiffure, laissant mes cheveux gris naturels remplacer la teinture discrète que j'utilisais.
J'ai commencé à feindre de légères confusions. Un nom oublié, une date confondue, un objet égaré. 3 jours plus tard, Philippe est revenu me voir. Cette fois, Camille l'accompagnait. Grande, élancée, avec ses cheveux blonds parfaitement lissés et son sourire calculateur, elle incarnait cette beauté froide qui ne m'avait jamais inspiré confiance. Je les ai accueillis avec une chaleur feinte, jouant à la perfection mon nouveau rôle. Philippe, mon chéri. Et Caroline, c'est ça? Camille, maman. C'est Camille, ma compagne. Tu l'as déjà rencontrée plusieurs fois. J'ai feint l'embarras. Bien sûr, Camille. Pardonne-moi, ma mémoire me joue des tours ces derniers temps. Un regard a été échangé entre eux. Un regard que j'ai intercepté et interprété correctement. Leur plan fonctionnait. Pendant le déjeuner que j'avais préparé, un coq au vin dont Philippe avait toujours raffolé, j'ai délibérément renversé mon verre de vin et confondu les prénoms de mes petits-enfants imaginaires, je n'en avais pas, et ai raconté 2 fois la même anecdote. Chaque erreur était calculée, chaque confusion soigneusement orchestrée pour leur donner exactement ce qu'ils espéraient voir. « Maman, tu as pris tes médicaments aujourd'hui ?» a demandé Philippe avec une inquiétude qui aurait pu sembler sincère si je n'avais pas su la vérité. « Quels médicaments, mon chéri? Pour ta tension, le docteur Moreau t'a prescrit des comprimés, tu te souviens? » Le docteur Moreau, un nom que je n'avais jamais entendu. Mon médecin traitant s'appelait docteur Lambert, et je n'avais jamais eu de problème de tension. Oh oui, bien sûr. Ils sont quelque part dans la cuisine, je crois. Philippe s'est levé immédiatement. Je vais te les chercher. Tu dois les prendre régulièrement, maman. Je l'ai observé discrètement pendant qu'il fouillait dans mes placards. Il a sorti une boîte de comprimés que je n'avais jamais vue auparavant. Comment était-elle arrivée là? Avait-il un double de mes clés? L'idée m'a glacé le sang, mais j'ai maintenu mon masque de confusion bienveillante. Voilà, maman. 2 comprimés avec un grand verre d'eau. J'ai pris les médicaments dans ma main, les ai portés à ma bouche, puis ai bu une gorgée d'eau. Grâce à une vieille technique apprise pendant mes années universitaires quand nous faisions des expériences potentiellement dangereuses, j'ai réussi à garder les comprimés sous ma langue, les dissimulant parfaitement. Tu es si attentionné, mon chéri. Après leur départ, j'ai soigneusement placé les comprimés dans un petit sachet hermétique que j'ai étiqueté avec la date et l'heure. Puis j'ai appelé Sophie. J'ai besoin que tu analyses ces pilules. Et je veux savoir ce qu'elles contiennent avant demain. Les résultats sont arrivés le lendemain matin. Sophie m'a appelée, sa voix trahissant son inquiétude. « Geneviève, ces pilules contiennent un mélange de benzodiazépine à forte dose et de médicaments antipsychotiques. Pris régulièrement, ils provoqueraient de confusion, somnolence, perte de mémoire, exactement les symptômes d'une démence débutante. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Une chose était de soupçonner, une autre était d'avoir la confirmation que mon fils tentait activement de me druger pour me faire passer pour sénile. Y a-t-il des effets secondaires dangereux? À cette dose. Et pour quelqu'un de ton âge? Absolument. Risque de chute, problème cardiaque. Geneviève, c'est criminel. Merci, Sophie. Continue à analyser tout ce que je t'envoie. J'ai passé les semaines suivantes à jouer ce jeu macabre. Chaque fois que Philippe venait, je prenais les médicaments qu'il m'apportait, les dissimulant pour les donner ensuite à Sophie. Je commençais à simuler des effets plus prononcés. Confusion, fatigue, même quelques hallucinations légères. Je laissais traîner des notes où j'écrivais délibérément des absurdités, je déplaçais des objets, oubliais des rendez-vous. Philippe a commencé à venir plus souvent, parfois accompagné d'un homme qu'il m'a présenté comme le docteur Moreau. Ce prétendu médecin m'examinait sommairement, me posait des questions conçues pour mettre en évidence ma confusion et prescrivait toujours plus de médicaments. J'ai appris plus tard que cet homme n'était pas médecin, mais un acteur payé par mon fils. Parallèlement, le détective engagé par Mathieu accumulait les preuves. Enregistrement de conversation, copie de faux documents médicaux, transcription de messages entre Philippe et Camille discutant ouvertement de leur plan pour me faire déclarer incapable et prendre le contrôle de mes biens. Un soir, alors que je feignais de dormir dans mon fauteuil, j'ai entendu Philippe et Camille discuter dans ma cuisine, pensant que je ne pouvais pas les entendre. « Combien de temps encore ?» demandait Camille, impatiente. « Ça fait plus d'1 mois qu'on lui donne ces pilules. Elle devrait déjà être complètement gaga. Le médecin dit que certaines personnes sont plus résistantes. Nous devons augmenter les doses progressivement. Sinon, quelqu'un pourrait se douter de quelque chose. Et si on accélérait les choses? Un petit accident domestique, une chute dans les escaliers.
Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était plus simplement une question de me faire déclarer incapable. Ils envisagèrent maintenant de me tuer directement. Pas encore, a répondu Philippe. D'abord, nous devons obtenir sa signature sur les documents de transfert de propriété. Ensuite, nous verrons. Je n'ai pas bougé, n'ai pas laissé échapper le moindre son malgré la terreur qui m'envahissait. Lorsqu'ils sont venus vérifier si je dormais toujours, j'ai maintenu ma respiration régulière, mon visage détendu, alors même que mon esprit hurlait. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai contacté Mathieu en urgence. Il est venu immédiatement, accompagné du détective et de Sophie. « Nous avons suffisamment de preuves », a déclaré Mathieu après avoir écouté mon récit. « Nous pouvons aller voir la police dès demain. » Mais quelque chose en moi hésitait encore. Malgré tout, Philippe était mon fils, l'enfant que j'avais mis au monde, que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait ses dents, que j'avais consolé après ses premiers chagrins d'amour. Comment en était-il arrivé là? Qu'avais-je raté dans son éducation pour qu'il devienne cet homme froid, capable d'envisager le meurtre de sa propre mère? Je veux comprendre, ai-je murmuré. Avant de le dénoncer, je veux savoir pourquoi. Geneviève, a protesté Sophie, c'est trop dangereux. Ils ont parlé de te faire avoir un accident? Je ne prendrai pas de risques inutiles, mais j'ai besoin de savoir. J'ai demandé au détective d'intensifier sa surveillance, particulièrement des communications électroniques de Philippe. Il m'a fallu attendre 1 semaine supplémentaire avant d'obtenir ma réponse. Le détective est arrivé un matin, l'air grave, une enveloppe à la main. « Madame Dufresne, nous avons découvert quelque chose que vous devriez voir. » À l'intérieur se trouvaient des copies d'emails échangées entre Philippe et un certain Victor Moreau, le frère de Camille, comme je l'ai appris plus tard. Ces messages révélaient une histoire bien plus complexe que je ne l'avais imaginée. Philippe était en faillite personnelle. Des investissements risqués, des dettes de jeu, un train de vie bien au-dessus de ses moyens. Il avait déjà détourné des fonds de la banque où il travaillait. Victor, qui avait des connexions dans le milieu criminel, le faisait chanter. Et la solution à tous ces problèmes? Ma fortune, bien sûr. Il y avait autre chose, quelque chose de plus troublant encore. Dans un de ses messages, Philippe évoquait mon mari, Georges, mort 12 ans plus tôt d'une crise cardiaque. « Ce sera plus facile que pour papa », écrivait-il. « Elle est plus âgée, plus isolée. J'ai senti le sang quitter mon visage. » Que veut-il dire par là? Le détective a évité mon regard. Nous avons poussé nos recherches après avoir lu cet email. Votre mari? Sa mort n'était peut-être pas aussi naturelle qu'on l'a cru. Les pièces du puzzle s'assemblaient, formant une image si horrible que mon esprit refusait presque de l'accepter. Mon fils n'en était pas à sa première tentative de meurtre familial. Il avait déjà tué son père, mon Georges bien-aimé, et avait réussi à faire passer cela pour une mort naturelle. La douleur qui m'a traversée était physique, comme si on m'arrachait le cœur à main nue. J'ai dû m'asseoir, incapable de supporter le poids de cette révélation. « Madame », a doucement dit le détective, « nous avons suffisamment d'éléments pour contacter la police immédiatement. Votre vie est en danger. » Mais une fois encore, j'ai hésité. Non pas par amour maternel cette fois. Cet amour avait été carbonisé par la révélation de la mort de Georges. Mais parce qu'une autre idée prenait forme dans mon esprit. Une idée terrible et parfaite. « Pas encore », ai-je dit. « Je veux qu'il signe une confession. Je veux qu'il admette ce qu'il a fait à son père. C'est de la folie, » a protesté Mathieu. « Comment pourrais-tu obtenir cela? Avec un piège. Le même genre de piège qu'il m'a tendu, mais bien plus sophistiqué. » J'ai élaboré mon plan final. Un plan qui utiliserait contre Philippe ses propres faiblesses. Son avidité, son arrogance, sa certitude que sa vieille mère était trop faible, trop confuse pour représenter une menace. J'ai appelé mon fils le lendemain, ma voix délibérément tremblante et confuse. « Philippe, mon chéri, je crois que je ne vais pas bien. Pourrais-tu venir avec le docteur? Je ne sais plus où je suis. » Il est arrivé en moins d'1 heure, accompagné non pas du faux docteur Moreau, mais de Camille. Parfait. Je les attendais dans mon salon, affaissé dans mon fauteuil, vêtu d'une robe de chambre malgré l'heure avancée de la journée. Sur la table basse devant moi, bien en évidence, se trouvait une liasse de documents. « Maman !» s'est exclamé Philippe en entrant, feignant l'inquiétude. « Que se passe-t-il, Philippe ?» ai-je marmonné, jouant la confusion. « Je crois que je dois mettre mes affaires en ordre. Je ne me sens pas bien du tout. » Ses yeux se sont immédiatement posés sur les documents. C'était le moment critique. Allait-il mordre à l'hameçon? « De quoi s'agit-il, maman ?»« Mon testament.
Et les papiers pour la maison. Je veux te les donner maintenant, avant d'oublier. Un éclair de triomphe a traversé son regard, si rapidement qu'il aurait été imperceptible pour quiconque ne le cherchait pas spécifiquement. Il s'est assis près de moi, prenant ma main dans la sienne avec une tendresse feinte. « Tu n'as pas à t'inquiéter de ça maintenant, maman. »« Si, je dois le faire maintenant. Je me sens partir, Philippe, comme ton père avant moi. » À la mention de son père, j'ai vu un très léger tressaillement, une fissure dans son masque parfait. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ? Ton père, il savait, tu sais, avant de mourir. Il savait pour l'argent que tu avais pris. » Cette fois, la fissure s'est élargie. La panique a traversé son visage pendant une fraction de seconde. « Tu es confuse, maman. Papa est mort d'une crise cardiaque. Tu te souviens ? » « Oui, une crise cardiaque. C'est ce que le médecin a dit. Mais ton père m'a parlé avant. Il m'a dit qu'il allait te dénoncer. Pour l'argent. Et puis, son cœur s'est arrêté. » Philippe a jeté un regard nerveux à Camille, qui observait notre échange avec une tension croissante. « De quel argent parles-tu, maman ? » « L'argent de la société. Les millions que tu as pris. Ton père avait découvert. Il allait... Ma voix s'est brisée, comme si je perdais le fil de mes pensées. Philippe s'est penché vers moi, soudain très attentif. « Qu'allait-il faire, maman ? Dis-moi. »« Te dénoncer. À la police. Il avait... des preuves. Dans son bureau. Et où sont ces preuves maintenant ? » Le piège se refermait. « Dans mon coffre, avec les documents que ton père a signés avant de mourir. »« Un coffre ? Quel coffre ?» La voix de Philippe avait perdu toute sa douceur feinte. L'urgence, l'avidité même, transparaissaient désormais clairement. J'ai agité vaguement la main vers la bibliothèque qui occupait tout un pan de mur du salon. Derrière les livres, Georges a fait installer un coffre-fort quand nous avons acheté cet appartement. Pour les bijoux de famille et les documents importants. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit. Philippe n'avait jamais su l'existence de ce coffre, pour la simple raison qu'il n'existait pas jusqu'à 3 jours auparavant, quand Mathieu avait fait venir discrètement un serrurier pour l'installer. « Tu peux l'ouvrir, maman ? J'aimerais t'aider à ranger ces documents. Le code. » J'ai porté la main à mon front, simulant un effort de mémoire douloureux. « C'est la date ? La date ? Quelle date, maman ? » insistait Philippe, de plus en plus impatient. « La date du jour où ton père a découvert ce que tu avais fait. » Son visage s'est figé. À côté de lui, Camille s'agitait nerveusement, me lançant des regards où l'inquiétude commençait à remplacer le mépris habituel. « Philippe, a-t-elle murmuré, peut-être devrions-nous revenir un autre jour ? Ta mère n'a pas l'air bien. »« Non, a-t-il répondu sèchement. Nous devons régler cela maintenant. » Il s'est tourné vers moi, une fausse tendresse plaquée sur son visage. « Maman, essaie de te souvenir. Quelle est la date du code ? » J'ai laissé échapper un long soupir tremblant. « Le 17 mars. L'année où ton père est mort. Le 17 mars. 3 jours avant la mort de Georges. Une date que j'avais choisie avec soin pour mon piège, une date qui n'avait aucune signification particulière pour nous, mais qui sonnerait juste dans ce contexte. » Philippe s'est levé et s'est dirigé vers la bibliothèque. « Où exactement, maman ? » ?»« Derrière les œuvres complètes de Balzac, la rangée du milieu. » Il a poussé les livres, révélant la petite porte métallique du coffre récemment installé. Ses doigts ont tapoté rapidement le code sur le clavier numérique. Le voyant est passé au vert, et la porte s'est ouverte avec un léger déclic. À l'intérieur se trouvait une enveloppe épaisse, marquée du nom de Georges en grandes lettres. Philippe l'a saisie, les mains légèrement tremblantes. « C'est ça, maman ? Les documents dont tu parlais ?» J'ai hoché faiblement la tête. « Oui, les preuves, et il y a autre chose. Une lettre pour toi, de ton père. » Philippe a ouvert l'enveloppe et en a sorti une liasse de papier. Pendant qu'il les parcourait, son visage passait de la curiosité à la confusion, puis à l'horreur grandissante. Ce qu'il lisait n'était pas ce qu'il s'attendait à trouver. Ces documents, préparés méticuleusement par Mathieu et moi, retraçaient avec une précision terrifiante les activités récentes de Philippe. Les faux médicaments, les consultations avec le faux médecin, les plans discutés avec Camille pour me faire déclarer incapable. Tout était là, accompagné de photos, de transcriptions de messages, de rapports d'analyse toxicologique des pilules qu'il m'avait données. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il murmuré, levant vers moi un regard où la panique commençait à se lire. « De quoi s'agit-il ?» a demandé Camille, s'approchant pour regarder par-dessus son épaule. Elle a pâli instantanément.
Je me suis alors redressée dans mon fauteuil, abandonnant toute prétention de faiblesse ou de confusion. Ma voix, lorsque j'ai parlé, était claire et ferme. La voix de la professeure que j'avais été pendant 40 ans. C'est la documentation complète de votre tentative d'empoisonnement, de manipulation et de spoliation. La stupéfaction sur leur visage aurait été presque comique dans d'autres circonstances. Tu étais consciente? Tout ce temps? A balbutié Philippe. Chaque seconde. Je me suis levée, surprenant davantage encore mon fils qui n'avait vu que ma posture affaissée ces dernières semaines. Je jouais un rôle, Philippe, tout comme toi, sauf que le mien était plus convaincant. C'est ridicule, a tenté Camille, retrouvant un peu de sa morgue habituelle. Ces documents ne prouvent rien, ce sont des fabrications. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma robe de chambre. Mathieu, tu peux entrer maintenant. La porte de mon bureau s'est ouverte, révélant non seulement Mathieu, mais aussi Sophie, le détective privé, et, à la grande horreur de Philippe et Camille, 2 officiers de police en uniforme. Tout est enregistré, a calmement expliqué Mathieu. Cette pièce est équipée de caméras et de micros depuis plusieurs semaines. Nous avons documenté chaque visite, chaque médicament administré, chaque conversation entre vous deux quand vous pensiez que Madame Dufresne dormait ou était confuse. La suite s'est déroulée comme dans un film. Les policiers ont lu leurs droits à Philippe et Camille. Mon fils, d'abord sous le choc, a rapidement tenté de nier, puis de minimiser, puis finalement d'accuser Camille d'être la seule instigatrice. Elle, en retour, a immédiatement commencé à le blâmer, affirmant qu'elle n'avait fait que suivre ses instructions. Mais j'avais encore une carte à jouer, la plus importante. Il y a autre chose, inspecteur, ai-je dit, m'adressant à l'officier le plus âgé. Quelque chose concernant la mort de mon mari il y a 12 ans. Philippe, qui argumentait encore avec le deuxième policier, s'est figé. Toute couleur a quitté son visage. « Maman, non !» a-t-il murmuré. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Au contraire, mon fils, je sais exactement ce que je dis. J'ai sorti de ma poche une petite clé USB que j'ai tendue à l'inspecteur. Vous trouverez sur ce support des preuves suggérant que la mort de mon mari, officiellement attribuée à une crise cardiaque, pourrait avoir été provoquée par l'administration de substances cardiotoxiques, substances qui, selon nos recherches récentes, correspondent étrangement à celles trouvées dans les médicaments que mon fils tentait de me faire prendre. L'inspecteur a pris la clé, son regard passant de moi à Philippe avec une gravité nouvelle. « Nous allons examiner cela très attentivement, madame. »« Non !» Philippe s'est soudain débattu, tentant de se libérer de l'emprise du policier. « Elle ment! Elle est sénile! Elle confond tout !»« Les analyses toxicologiques ne mentent pas, Philippe, » a calmement répondu Sophie. « Ni les enregistrements de tes conversations avec Camille, où tu mentionnes, je cite, « avoir déjà réussi une fois avec papa. » Mon fils s'est effondré sur lui-même, comme si toute force l'abandonnait soudain. Pour la première fois, j'ai vu sur son visage non pas de la colère ou de la peur, mais quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si un poids qu'il portait depuis 12 ans venait enfin de tomber de ses épaules. « Il allait tout révéler », a-t-il murmuré, si bas que j'ai dû tendre l'oreille pour l'entendre. Les détournements de fonds, les clients que j'avais escroqués, il disait que la famille Dufresne avait une réputation à maintenir, des principes, une douleur aiguë m'a traversée. Georges, mon Georges rigoureux et intègre, mort pour avoir voulu que son fils respecte les valeurs que nous avions tenté de lui inculquer. Les policiers ont emmené Philippe et Camille. Le salon, soudain vide, semblait étrangement silencieux après le chaos des dernières heures. Mathieu a posé une main réconfortante sur mon épaule. « Tu devrais t'asseoir, Geneviève. Ça a été une journée éprouvante. » Je me suis laissée guider jusqu'au canapé, soudain consciente de l'épuisement immense qui m'envahissait. La tension de ces dernières semaines, l'effort constant de jouer un rôle tout en restant vigilante, la douleur de la trahison, tout cela me rattrapait d'un coup. « Comment te sens-tu » a doucement demandé Sophie, s'asseyant près de moi. Comment me sentais-je? La question semblait presque absurde dans sa simplicité. Comment peut-on décrire le sentiment de découvrir que son enfant a assassiné son mari et a tenté de faire de même avec vous? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Soulagée que ce soit fini? Dévastée que ce soit arrivé? Les deux à la fois, je suppose. Mathieu a servi du cognac pour nous trois, une rareté qu'il savait que je réservais pour les grandes occasions. Quelle occasion plus significative que celle-ci? La fin d'un cauchemar, mais aussi la fin d'une illusion, celle de la famille que j'avais cru avoir. « À quoi penses-tu » a demandé Mathieu après un long silence. « À Georges,
À ce qu'il aurait pensé de tout cela. J'ai contemplé le liquide ambré dans mon verre. Il aurait été dévasté de voir ce que Philippe est devenu. « Ce n'est pas ta faute, Geneviève », a fermement dit Sophie, ni celle de Georges. Certaines personnes font simplement des choix terribles. J'ai hoché la tête, même si une partie de moi se demandait toujours où nous avions échoué en tant que parents. Avions-nous été trop indulgents, trop sévères? Avions-nous manqué des signes précoces d'une perturbation plus profonde? « Que vas-tu faire maintenant ?» a demandé Mathieu, me ramenant au présent. C'était une bonne question. Pendant des semaines, ma vie avait été entièrement consacrée à cette mission. Découvrir la vérité, rassembler des preuves, tendre un piège à mon propre fils. Je n'avais pas pensé à l'après. Je ne sais pas, ai-je admis. Continuer à vivre, je suppose. Qu'y a-t-il d'autre à faire? Sophie a souri tristement. Tu pourrais commencer par prendre soin de toi. Ces dernières semaines ont été traumatisantes. Elle avait raison, bien sûr. Le choc, le stress, la trahison, tout cela laissait des traces, même sur quelqu'un d'aussi résilient que moi. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisée à vraiment ressentir l'épuisement qui m'habitait. Cette nuit-là, après le départ de mes amis, je me suis retrouvée seule dans l'appartement qui me semblait soudain trop grand, trop vide. J'ai erré d'une pièce à l'autre, touchant les objets familiers comme pour me rassurer de leur réalité. Dans le bureau de Georges, que j'avais conservé presque intact depuis sa mort, je me suis assise dans son fauteuil en cuir usé par les années. « Nous avons échoué quelque part, n'est-ce pas, mon amour ?» ai-je murmuré dans la pénombre, comme si Georges pouvait m'entendre. Où avons-nous fait fausse route avec lui? Seul le tic-tac régulier de la vieille horloge de parquet m'a répondu. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités officielles. Déposition à la police, rencontre avec le procureur, préparation du dossier pour le procès à venir. L'affaire était complexe, tentative d'empoisonnement, faux et usage de faux, tentative d'escroquerie, et maintenant, l'enquête rouverte sur la mort de Georges. Les médias ont fini par s'emparer de l'histoire. Professeur à la retraite déjoue le complot d'empoisonnement de son fils, titrait un journal. Affaire Dufresne, un parricide et une tentative de matricide, s'interrogeait un autre. J'ai refusé toutes les demandes d'interview, me barricadant dans mon appartement contre cette curiosité malsaine. Une semaine après l'arrestation de Philippe, j'ai reçu un appel inattendu. Une voix de femme, jeune, hésitante. « Madame Dufresne ? Je suis Élise, la sœur de Camille. » J'ai failli raccrocher immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'a retenue. « Je vous écoute, » ai-je dit prudemment. « Je voulais vous présenter mes excuses, même si ça ne change rien. Camille a toujours été difficile, manipulatrice, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin. J'ai écouté en silence cette jeune femme qui semblait porter le poids de la culpabilité pour des actes qu'elle n'avait pas commis. Une autre victime collatérale de cette tragédie. Ce n'est pas à vous de vous excuser, Élise. Je sais, mais j'aurais peut-être dû voir les signes, vous avertir. Comment l'auriez-vous pu? Même moi, sa mère, je n'ai pas vu qui était vraiment Philippe pendant toutes ces années. Un silence s'est installé entre nous, chargé de non-dits et de regrets partagés. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» a finalement demandé Élise. La même question que Mathieu m'avait posée. Une question qui méritait enfin une réponse. « Je vais vivre », ai-je dit avec une détermination nouvelle. « Je vais honorer la mémoire de Georges en vivant pleinement les années qu'il me reste. Et peut-être que je vais écrire notre histoire pour que d'autres puissent en tirer des leçons. » Cette conversation avec Élise a marqué un tournant. J'ai commencé à envisager l'avenir, non plus comme une simple continuation de l'existence, mais comme une opportunité, une chance de créer quelque chose de significatif à partir de cette tragédie. J'ai repris contact avec d'anciens collègues de l'université. J'ai accepté une invitation à donner une conférence sur l'éthique scientifique, un sujet qui me semblait particulièrement pertinent après ce que j'avais vécu. J'ai commencé à prendre des notes pour un éventuel livre, non pas un récit sensationnaliste, mais une réflexion profonde sur la famille, la trahison, le pardon. Le procès de Philippe et Camille s'annonçait long et complexe. Leurs avocats avaient déjà commencé à construire leur défense, suggérant que j'avais tout inventé par paranoïa, que les preuves avaient été fabriquées. Mais Mathieu était confiant. Notre dossier était solide, les preuves accablantes. Un matin, alors que je prenais mon café sur le balcon, observant Paris s'éveiller sous un ciel d'automne, mon téléphone a sonné. C'était l'inspecteur en charge de l'enquête sur la mort de Georges. « Madame Dufresne,
Nous avons des nouvelles concernant le dossier de votre mari. Mon cœur s'est serré. Après toutes ces années, allais-je enfin connaître avec certitude la vérité sur la mort de l'homme que j'avais aimé? Je vous écoute, inspecteur. Nous avons procédé à l'exhumation du corps de votre mari, comme demandé par le procureur, a poursuivi l'inspecteur d'une voix neutre, professionnelle. Les analyses toxicologiques ont confirmé la présence de digoxine à des niveaux excessivement élevés dans les tissus préservés. La digoxine, un médicament cardiaque qui, à forte dose, peut provoquer un arrêt cardiaque presque indétectable lors d'une autopsie sommaire. Exactement ce que Sophie avait suspecté après avoir analysé les pilules que Philippe me faisait prendre. Ce niveau ne peut pas être expliqué par un traitement médical normal, a continué l'inspecteur. D'après les dossiers médicaux de votre mari, il ne prenait aucun médicament contenant cette substance. Donc c'était bien un empoisonnement, ai-je murmuré, serrant le téléphone si fort que mes articulations ont blanchi. Oui, Madame Dufresne. Nous avons maintenant la confirmation scientifique que votre mari a été assassiné. 12 ans. 12 longues années pendant lesquelles j'avais pleuré Georges, croyant à une tragique fatalité médicale. 12 années pendant lesquelles son meurtrier avait vécu librement, partageant des repas avec moi, acceptant mes conseils, mon affection, mon argent, mon propre fils. Votre fils sera formellement inculpé d'homicide volontaire avec préméditation, en plus des autres charges, a ajouté l'inspecteur. Le procureur souhaiterait vous rencontrer pour discuter de la suite de la procédure. J'ai accepté mécaniquement, fixant la tasse de café qui refroidissait entre mes mains. Après avoir raccroché, je suis restée immobile, regardant sans le voir le paysage parisien qui s'étendait devant moi. La confirmation de ce que je soupçonnais déjà n'aurait pas dû me bouleverser à ce point. Et pourtant, c'était comme si Georges mourait une seconde fois. Mathieu est venu me chercher pour m'accompagner au bureau du procureur. Dans la voiture, il m'a jeté des regards inquiets. « Tu es sûr que tu te sens capable d'y aller aujourd'hui? Nous pourrions reporter. »« Non !» ai-je répondu fermement. « J'ai attendu 12 ans sans le savoir. Je ne veux pas attendre un jour de plus. » Le bureau du procureur était austère, fonctionnel. Madame Leclerc, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, m'a accueilli avec une poignée de main ferme. « Madame Dufresne, je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances. Cette situation est exceptionnellement douloureuse. » J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots appropriés pour répondre à cette évidence. Compte tenu des nouvelles preuves concernant le décès de votre mari, nous allons joindre ce dossier à celui de la tentative d'empoisonnement vous concernant. La stratégie de l'accusation s'en trouve renforcée, mais cela signifie aussi que le procès sera plus complexe, plus long et malheureusement, plus éprouvant pour vous. Je comprends. Il y a autre chose dont nous devons discuter, a poursuivi Madame Leclerc, son regard s'intensifiant. Votre fils a demandé à vous voir. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Voir Philippe? Après tout ce qui s'était passé? L'idée même me semblait insupportable. Pourquoi? Il ne l'a pas précisé. Son avocat a simplement transmis la requête, indiquant que M. Dufresne souhaite s'entretenir avec vous en privé avant le début du procès. Dans quel but? Me manipuler à nouveau? Tenter de me convaincre de retirer ma plainte? Madame Leclerc a échangé un regard avec Mathieu. C'est possible, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cette rencontre. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Colère, douleur, mais aussi, étrangement, une curiosité morbide. Que pouvait bien vouloir me dire l'homme qui avait tué son père et tenté de me tuer à mon tour? J'accepte de le voir, ai-je finalement déclaré. Mais pas seul. Je veux que Maître Lefebvre soit présent. Ce sera organisé selon vos conditions, a acquiescé le procureur. 3 jours plus tard, je me suis retrouvée dans une salle aseptisée du centre de détention où Philippe était incarcéré en attente de son procès. Mathieu, fidèle à sa promesse, se tenait à mes côtés. Nous attendions en silence, le bruit métallique des portes et des verrous résonnant sinistrement autour de nous. Lorsque Philippe est entré, escorté par un gardien, j'ai eu un choc. En quelques semaines de détention, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Son visage était émacié, son teint gris, ses yeux cernés. L'élégant banquier avait disparu, remplacé par un homme voûté dans un uniforme de détenu trop grand pour lui. Nos regards se sont croisés, et pendant un instant, j'ai cru voir une lueur du petit garçon qu'il avait été, ce enfant sensible qui craignait l'orage et se réfugiait dans mes bras. Puis cette lueur a disparu, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus calculateur. « Maman !»
a-t-il dit en s'asseyant face à moi, séparé par une table en métal boulonnée au sol. Merci d'être venu. Je n'ai pas répondu. Qu'aurais-je pu dire? Les formules de politesse semblaient obscènes dans ces circonstances. Je suppose que tu te demandes pourquoi j'ai voulu te voir, a-t-il continué, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de la table. Ce n'est pas pour te demander de retirer ta plainte. Si c'est ce que tu crains, je sais que c'est impossible. Alors pourquoi, Philippe? Il a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Parce que je voulais te dire la vérité, toute la vérité. Pas seulement sur ce que j'ai fait, mais sur pourquoi je l'ai fait. Je crois que je connais déjà les raisons. Ai-je répondu froidement. L'argent, la cupidité. Il a secoué la tête. C'est plus compliqué que ça, ou peut-être plus simple, d'une certaine façon. Son regard s'est perdu dans le vide, comme s'il contemplait un paysage intérieur visible de lui seul. J'ai toujours senti que je n'étais pas à la hauteur de papa, brillant et respecté. Pas à la hauteur de toi, la grande professeure admirée par tous. Je me suis construit une façade. Le fils parfait, le banquier à succès, l'homme accompli. Mais ce n'était qu'un château de cartes. Tu n'avais pas besoin de tuer pour ça, Philippe. Non, mais quand papa a découvert mes malversations à la banque, ce n'était pas seulement la prison que je risquais. C'était l'effondrement de cette façade, la révélation au monde entier, et surtout à toi, que j'étais un échec, un imposteur. Sa voix s'est brisée. Ce jour-là, ce n'était pas prémédité. J'étais venue pour le supplier de ne pas me dénoncer. J'avais apporté la digoxine presque par hasard, en me disant que si je ne parvenais pas à le convaincre, je pourrais, je ne sais pas, me suicider peut-être. J'ai senti mon cœur se serrer malgré moi. L'idée que mon fils ait pu envisager le suicide m'affectait encore, même après tout ce qu'il avait fait. Mais quand il m'a dit qu'il ne céderait pas, qu'il était de son devoir de me dénoncer pour que j'affronte les conséquences de mes actes, quelque chose s'est brisé en moi. Je l'ai vu sortir un verre d'eau pour prendre son médicament pour le cœur, et j'ai saisi l'occasion. J'ai versé la digoxine dans son verre pendant qu'il avait le dos tourné. Des larmes coulaient maintenant sur son visage émacié. Je l'ai regardé mourir, maman. Je l'ai regardé s'effondrer, lutter pour respirer. Et je n'ai rien fait pour l'aider. Le silence qui a suivi était lourd, presque palpable. Je pouvais sentir Mathieu, tendu à mes côtés, prêt à intervenir si nécessaire. Mais que pouvait-il faire contre la violence de ces révélations? Et ensuite, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Ensuite, j'ai appelé les secours, en prétendant l'avoir trouvé inconscient. J'ai joué le fils éploré. Et tu sais le pire? C'était facile. Tellement facile de mentir, de prétendre, de recevoir la sympathie de tous pour ma perte. Il a essuyé ses larmes d'un geste rageur. Pendant un temps, ça a fonctionné. J'ai réussi à couvrir mes malversations à la banque. J'ai hérité d'une partie de la fortune de papa. Mais ça n'a jamais été suffisant. Les dettes s'accumulaient, les mauvais investissements aussi. Et puis j'ai rencontré Camille, qui t'a suggéré de recommencer. Avec moi. Non, a-t-il dit, me surprenant. C'était mon idée. Elle a juste encouragé, facilité. Elle connaissait des personnes qui pouvaient à nous aider. Le faux médecin, par exemple. J'ai fermé les yeux un instant, tentant d'assimiler l'horreur de ce qu'il me révélait. Mon fils n'avait pas été manipulé ou entraîné dans ce complot contre moi. Il en était l'instigateur. Pourquoi me dire tout cela maintenant, Philippe? Quelle différence cela fait-il? Il a hésité, ses yeux cherchant les miens. Parce que je voulais que tu saches que je suis conscient de ce que j'ai fait, que je ne me cache plus derrière des excuses ou des mensonges. Et aussi parce que je voulais te demander pardon, même si je sais que c'est impardonnable. Pardon? Le mot m'a échappé, presque comme un cri. Tu as tué ton père, tu as tenté de me tuer. Et tu demandes pardon? Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, maman. Je ne le mérite pas, mais je voulais te dire que je suis désolée. Profondément, sincèrement désolée. Quelque chose dans sa voix, dans son regard, m'a troublée. Était-ce vraiment du remords que je voyais, ou simplement une autre performance? Un autre rôle joué par un manipulateur consommé? Le procès commence dans 3 semaines, ai-je dit après un long silence. Que comptes-tu faire? Plaider coupable? Oui, pour tout. Je ne veux pas te faire subir un procès où tu devrais témoigner, revivre tout ça publiquement. C'est considéré de ta part. Je n'ai pas pu empêcher une pointe d'ironie de teinter ma voix. Ce n'est pas une stratégie, maman. Juste, la moindre des choses que je puisse faire maintenant. Notre temps était presque écoulé. Le gardien s'était rapproché, prêt à ramener Philippe à sa cellule.
Mais il avait encore une chose à me dire. J'ai rédigé une confession complète. Pour papa, pour ce que j'ai tenté de te faire. Tout est là, chaque détail. Je l'ai remise à mon avocat avec instruction de la transmettre au procureur. Je voulais que tu le saches. Le gardien a fait signe que notre entretien était terminé. Philippe s'est levé, me regardant une dernière fois avec une expression que je n'ai pas su déchiffrer. « Au revoir, maman ». Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé s'éloigner, escorté par le gardien, jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière une lourde porte métallique. Dans la voiture qui nous ramenait, Mathieu a respecté mon silence pendant un long moment. Puis, doucement, il a demandé « Que penses-tu de tout ça ?» Je ne sais pas quoi penser, Mathieu. Était-ce sincère? Était-ce encore une manipulation? Comment pourrais-je le savoir après tout ce qu'il a fait? Tu n'es pas obligé de le savoir maintenant, ni même jamais. Il avait raison, bien sûr. Certaines questions resteraient peut-être sans réponse. Certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Le lendemain, j'ai reçu un appel du procureur. La confession de Philippe avait bien été transmise, et elle était accablante dans sa précision et son honnêteté brutale. Il reconnaissait tout, le meurtre prémédité de Georges, la tentative d'empoisonnement contre moi, les falsifications de documents médicaux, tout. Avec cette confession, il n'y aura pas besoin de procès, m'a expliqué Madame Leclerc. Nous passerons directement à l'audience de détermination de la peine. Ce sera beaucoup moins éprouvant pour vous. J'ai remercié mécaniquement, raccrochant avec un sentiment d'irréalité. C'était donc ainsi que cette histoire allait se terminer, sans le spectacle public d'un procès, sans l'exposition de notre tragédie familiale aux yeux avides des médias et du public. Les jours suivants ont passé dans une sorte de brouillard. J'ai continué à vivre, à fonctionner, mais avec la sensation persistante d'être déconnectée de ma propre existence. Je prenais mon café le matin, répondais aux appels de Mathieu et Sophie, mangeais quand mon corps le réclamait, dormais quand l'épuisement me submergeait. Mais tout semblait se dérouler à distance, comme si j'observais la vie de quelqu'un d'autre. Une semaine après ma visite à Philippe, j'ai reçu un colis. Il contenait un épais dossier et une lettre de l'avocat de mon fils. Philippe avait demandé que me soient transmis tous ses documents financiers et personnels, ainsi qu'une procuration me donnant accès à ses comptes bancaires. Mon client souhaite que vous disposiez de ces informations pour réparer, dans la mesure du possible, les torts financiers qu'il a causés, précisait la lettre. Il vous laisse libre de décider de l'usage de ces fonds. J'ai ouvert le dossier avec appréhension. Ce que j'y ai découvert m'a laissé stupéfaite. Au-delà des dettes et des malversations que je connaissais déjà, Philippe avait mené une double vie presque complète. Un appartement secret que je n'avais jamais vu, des relations que je ne soupçonnais pas, des voyages dont il ne m'avait jamais parlé. Mon fils était un étranger. Parmi les documents se trouvait un petit carnet relié en cuir, le journal intime de Philippe. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Avais-je le droit de lire ses pensées les plus intimes? Voulais-je vraiment connaître les profondeurs de sa noirceur? La curiosité et le besoin de comprendre l'ont finalement emporté. J'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert m'a bouleversé plus encore que tout ce qui avait précédé. Philippe y décrivait sa lutte constante pour être à la hauteur de l'image qu'il pensait que nous avions de lui. Son admiration pour son père, mêlée de jalousie et de ressentiment. Sa peur de me décevoir, moi, la mère qu'il percevait comme parfaite et inaccessible. Ses premiers petits mensonges, qui s'étaient transformés en fraude plus importante, puis en un engrenage dont il n'avait plus su comment s'extraire. Les dernières entrées, écrites en prison, étaient particulièrement poignantes. Il y exprimait un remords qui semblait authentique, une horreur de ses propres actes qui paraissait sincère. Il écrivait qu'il ne cherchait pas le pardon, qu'il ne le méritait pas, mais qu'il espérait au moins que je pourrais un jour comprendre comment il en était arrivé là. « Je suis un monstre », concluait-il dans sa dernière entrée. Mais je n'ai pas toujours voulu l'être. J'ai refermé le journal, les mains tremblantes. Que devais-je faire de ces révélations? Pouvais-je croire à ce remords tardif? Et même s'il était sincère, cela changeait-il quoi que ce soit à l'horreur de ses actes? Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était encore Madame Leclerc, la procureure. Sa voix était étrange, tendue. « Madame Dufresne, je dois vous informer d'un développement concernant votre fils. » Un frisson m'a parcouru. Que s'est-il passé? Philippe Dufresne a tenté de mettre fin à ses jours hier soir dans sa cellule. Il a été découvert à temps et transporté à l'hôpital pénitentiaire où il est actuellement dans un état stable. J'ai fermé les yeux, submergé par une vague d'émotions contradictoires. Soulagement qu'il soit vivant. Colère qu'il ait tenté d'échapper ainsi à sa punition.
tristesse immense face à ce gâchis absolu d'une vie, de plusieurs vies. « Souhaitez-vous le voir ?» a demandé Madame Leclerc. La question m'a prise au dépourvu. « Voulais-je voir mon fils, allongé dans un lit d'hôpital après avoir tenté de se suicider? Cet homme qui avait tué son père et tenté de me tuer? Cet enfant que j'avais porté, élevé, aimé? Oui, ai-je répondu, surprenant Madame Leclerc et moi-même par la fermeté de ma voix. Je veux le voir. » L'hôpital pénitentiaire était un bâtiment austère, coincé entre les hauts murs gris de la prison et un complexe administratif tout aussi déprimant. J'y suis arrivée en début d'après-midi, accompagnée de Mathieu qui avait insisté pour ne pas me laisser affronter cette épreuve seule. « Tu n'es pas obligé de faire ça ?» m'a-t-il rappelé alors que nous attendions dans un couloir aseptisé, entouré de gardiens et de personnel médical affairé. « Je le sais, mais je dois le faire, pour moi. » Un médecin est venu nous chercher. Une femme d'une quarantaine d'années au regard direct et à l'expression compatissante. « Madame Dufresne ? Je suis le docteur Beaulieu, responsable du service psychiatrique. Avant que vous ne voyiez votre fils, je dois vous informer de son état. » Elle m'a guidée vers un petit bureau où nous nous sommes assises. Mathieu est resté dans le couloir, me laissant cette intimité. Philippe a utilisé des draps déchirés pour tenter de se pendre au barreau de sa fenêtre. Un gardien l'a découvert lors d'une ronde et a pu intervenir à temps. Physiquement, il s'en remettra sans séquelles. Et psychologiquement, le docteur Beaulieu a marqué une pause, choisissant visiblement ses mots avec soin. « Votre fils présente des signes de dépression sévère, mais aussi ce que nous appelons des traits de personnalité narcissique et antisociale. En termes simples, docteur, il est profondément perturbé, Madame Dufresne, capable à la fois d'un remords authentique et d'une manipulation calculée. Les deux aspects coexistent chez lui d'une façon qui rend son traitement particulièrement complexe. » J'ai hoché la tête, reconnaissant dans cette description clinique l'homme contradictoire que j'avais commencé à entrevoir à travers son journal. Est-il dangereux pour lui-même ou pour les autres? Pour lui-même, certainement. Sa tentative de suicide n'était pas un geste de manipulation. Il avait réellement l'intention d'y mettre fin. Quant au danger pour autrui, elle a hésité. Étant donné son historique, nous prenons toutes les précautions nécessaires. Je comprends. Puis-je le voir maintenant? Elle m'a conduite à travers un dédale de couloir jusqu'à une aile sécurisée. 2 gardiens se tenaient devant une porte, impassibles. Le docteur Beaulieu leur a fait un signe et l'un d'eux a déverrouillé la porte. « Je serai juste derrière la vitre si vous avez besoin de quoi que ce soit », m'a-t-elle assuré avant de me laisser rentrer. La chambre était petite, fonctionnelle, dépouillée de tout ce qui aurait pu servir à se blesser. Philippe était allongé dans un lit étroit, un bandage autour du cou, des contentions souples attachant ses poignets au barreau du lit. La vision de mon fils ainsi entravé m'a serré le cœur, malgré tout ce qu'il avait fait. Ses yeux étaient refermés, mais il les a ouverts dès que la porte s'est refermée derrière moi. Son regard, d'abord vague, s'est focalisé sur moi avec une intensité troublante. « Maman ?» Sa voix était rauque, à peine audible. « Tu es venu. »« Oui, Philippe, je suis venu. » Je me suis approchée, m'arrêtant à quelques pas du lit. Je ne savais pas si je pouvais, si je voulais, me rapprocher davantage. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, et dans cette simple question se mêlaient confusion et vulnérabilité. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Peut-être pour comprendre, peut-être parce que, malgré tout, tu restes mon fils. » Une larme a coulé sur sa joue émaciée. « Tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas avoir à me voir comme ça. » Non, en effet. Je ne devrais pas avoir à te voir dans un hôpital pénitentiaire. Je ne devrais pas avoir appris que mon mari a été assassiné par notre fils. Rien de tout cela n'aurait dû arriver, Philippe. Il a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. J'ai essayé d'y mettre fin, de tout arrêter. Par le suicide? C'était ta solution? Encore une façon d'échapper aux conséquences de tes actes? Non. Il a secoué faiblement la tête. C'était la seule manière que j'ai trouvée de réparer un peu. De te libérer définitivement de moi. Un silence lourd s'est installé entre nous. À travers la vitre, je pouvais voir le docteur Beaulieu qui nous observait discrètement, prête à intervenir si nécessaire. « J'ai lu ton journal », ai-je finalement dit. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, puis de honte. « Tout ? Assez pour comprendre que tu as lutté, que tu n'as pas toujours été ce que tu es devenu. Ça n'excuse rien. Non, rien ne peut excuser ce que tu as fait. » Un autre silence, plus long cette fois. Le bruit des machines médicales, le murmure lointain des conversations dans le couloir, le souffle laborieux de Philippe, tout cela formait une étrange symphonie de désolation. « Que voulais-tu me dire »
En demandant à me voir la dernière fois, ai-je demandé. Était-ce déjà pour me faire tes adieux? Il a fermé les yeux un instant, comme pour rassembler ses pensées, ou peut-être son courage. En partie, je savais déjà que j'allais faire ce que j'ai fait. Mais je voulais aussi que tu saches que ce n'était pas ta faute, ni celle de papa. C'était moi. Quelque chose en moi a toujours été brisé. Les gens brisés ne deviennent pas tous des meurtriers, Philippe. Non, mais certains le deviennent. J'ai fait des choix, maman, de terribles choix. Et maintenant, je dois vivre avec ça. Une grimace amère a traversé son visage. Ou mourir avec ça, si j'avais réussi. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à me retrouver au bord du lit. De près, les ravages que la prison et sa tentative de suicide avaient causés sur son visage étaient encore plus évidents. Les cernes profonds, les joues creusées, les lèvres gercées. Et dans ses yeux, une douleur qui semblait sans fond. « Tu te souviens de ce que tu me disais quand tu étais petit et que tu faisais des cauchemars ?» ai-je demandé doucement. Une lueur de surprise a traversé son regard. « Que les monstres allaient me dévorer. Et tu te souviens de ce que je te répondais ?» Un fantôme de sourire a effleuré ses lèvres. Que les monstres n'étaient pas réels, qu'ils n'existaient que dans ma tête. Mais ce n'était pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Les monstres existent, Philippe. Pas sous le lit ou dans le placard, mais ici. J'ai posé ma main sur mon cœur. Et ici, j'ai touché ma tempe du bout des doigts. Les monstres sont en nous? Les monstres sont les choix que nous faisons, les actes que nous commettons, pas ce que nous sommes au fond. Il a froncé les sourcils, tentant de comprendre où je voulais en venir. Tu essaies de me dire que je ne suis pas un monstre? Après tout ce que j'ai fait, je dis que tu as fait des choses monstrueuses, impardonnables, mais que peut-être, quelque part au fond de toi, il reste encore quelque chose de ce petit garçon que j'ai élevé. Ce petit garçon qui avait peur des monstres sous son lit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ce petit garçon est mort depuis longtemps, maman. Peut-être, ou peut-être qu'il est juste enterré très profondément. Je me suis assise sur le bord du lit, une action que je n'aurais jamais cru possible quelques minutes plus tôt. Pas par affection, pas par pardon, mais par un étrange sentiment de responsabilité. Comme si, en tant que mère, je devais être témoin de la chute complète de mon fils avant de pouvoir véritablement tourner la page. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» a-t-il demandé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vivre, Philippe. Vivre pleinement les années qu'il me reste. Honorer la mémoire de ton père. Et peut-être aider d'autres personnes à éviter de devenir ce que tu es devenu. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. » Un nouveau silence s'est installé, plus paisible cette fois, presque résigné. Comme si nous avions tous deux atteint une forme d'acceptation. Pas de réconciliation, pas de pardon, mais une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle était désormais. « Je ne te demanderai pas de me pardonner, » a-t-il dit finalement. « Je sais que c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée. Pour papa, pour toi, pour tout. » J'ai hoché la tête, incapable de prononcer les mots qu'il aurait peut-être voulu entendre. Des mots comme « je comprends » ou « je te crois ». Car même si une partie de moi voulait croire à son remords, une autre restait méfiante, échaudée par des années de manipulation. « Je dois partir maintenant », ai-je dit en me levant. « Est-ce que tu reviendras ?» La question m'a prise au dépourvu. Reviendrai-je? Voulais-je maintenir un lien avec cet homme qui avait détruit notre famille? Je ne sais pas, Philippe. Peut-être, mais pas tout de suite. J'ai besoin de temps, de beaucoup de temps. Il a acquiescé, la résignation se lisant sur son visage. Je comprends. En me dirigeant vers la porte, j'ai été submergée par une émotion inattendue. Non pas de la colère ou de la douleur, mais une immense tristesse. Tristesse pour ce qui aurait pu être, pour la famille que nous aurions pu former si les choses avaient été différentes. Je me suis retournée une dernière fois. Adieu, Philippe. Adieu, maman. Ces mots résonnaient encore dans ma tête lorsque j'ai rejoint Mathieu dans le couloir. Il m'a regardée avec inquiétude, cherchant sur mon visage des signes de détresse. « Comment te sens-tu » ? « Étrangement, en paix », ai-je répondu, surprise par ma propre réponse. Pas heureuse, pas guérie, mais en paix. En quittant l'hôpital pénitentiaire, j'ai ressenti comme un poids qui se soulevait légèrement de mes épaules. Non pas que la douleur avait disparu, elle resterait probablement avec moi jusqu'à la fin de mes jours, mais elle semblait maintenant plus gérable. Comme si en confrontant directement l'horreur, j'avais commencé à lui ôter un peu de son pouvoir sur moi. Les semaines suivantes ont apporté une série de développements judiciaires.
Philippe a plaidé coupable à toutes les charges, y compris le meurtre avec préméditation de Georges. Il a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 30 ans. Camille, reconnue complice, a écopé de 15 ans de prison. Quant au frère de Camille, Victor, il s'est avéré qu'il était déjà sous surveillance pour d'autres affaires criminelles et a lui aussi été arrêté. Le chapitre judiciaire se fermait, mais le chapitre émotionnel restait grand ouvert. Comment continuer à vivre après une telle trahison? Comment reconstruire quoi que ce soit sur les ruines de ce qui avait été ma vie? La réponse est venue d'une façon inattendue. Un matin, en rangeant de vieux papiers, j'ai retrouvé un projet de recherche que Georges et moi avions commencé avant sa mort. Il s'agissait d'un programme éducatif destiné aux jeunes en difficulté, combinant mon expertise en chimie et sa passion pour la psychologie sociale. Nous avions abandonné ce projet suite à sa mort, mais en relisant nos notes, j'ai senti une étincelle se rallumer en moi. J'ai contacté d'anciens collègues de l'université. J'ai organisé des réunions, ravivé des partenariats, débloqué des fonds. En quelques mois, la Fondation Georges Dufresne était née, avec pour mission d'aider les jeunes à risque à trouver leur voie grâce à l'éducation et au mentorat. Le travail était exigeant, mais incroyablement gratifiant. Pour la première fois depuis la découverte du complot de Philippe, je me sentais vraiment utile, vraiment vivante. Chaque jeune que nous aidions à sortir d'une spirale destructrice était une petite victoire contre la tragédie qui avait frappé ma famille. 1 an après l'arrestation de Philippe, j'ai reçu une lettre de la prison. Elle était restée sur ma table pendant plusieurs jours avant que je ne trouve le courage de l'ouvrir. À l'intérieur, quelques lignes seulement. « Maman, j'ai appris pour la Fondation. Ce que tu fais est important. Si mon histoire peut servir d'avertissement, utilise-la comme tu le jugeras nécessaire. Je ne te demanderai plus jamais rien. Philippe. » Après mûre réflexion, j'ai décidé d'incorporer cette histoire, notre histoire, dans le programme de la Fondation. Pas en mentionnant Philippe nommément, mais en utilisant notre tragédie familiale comme étude de cas sur les conséquences dévastatrices que peuvent avoir des choix moralement défaillants. 2 ans plus tard, alors que la Fondation prenait de l'ampleur et que ma vie retrouvait une forme d'équilibre, j'ai reçu un appel du docteur Beaulieu, la psychiatre de l'hôpital pénitentiaire. « Madame Dufresne, je vous appelle au sujet de votre fils. » Mon cœur s'est serré. Est-ce qu'il a tenté à nouveau de... Non, rien de tel. En fait, il fait des progrès significatifs dans sa thérapie. Il a demandé s'il serait possible que vous assistiez à l'une de ses séances. Pas immédiatement, mais quand vous vous sentirez prête. J'ai été prise de court par cette demande. Étais-je prête à revoir Philippe? À entendre ce qu'il avait à dire après tout ce temps? J'ai besoin d'y réfléchir, docteur. Bien sûr, prenez tout le temps nécessaire. Cette conversation a déclenché une profonde introspection. Je n'avais pas pardonné à Philippe. Je ne le pourrais jamais. Mais était-il possible d'établir une forme de relation minimale, non pas pour lui, mais pour moi, pour ma propre guérison? Après des semaines de réflexion, de discussions avec Mathieu et Sophie, et de longues promenades solitaires le long de la Seine, j'ai pris ma décision. J'ai appelé le docteur Beaulieu et accepté sa proposition. Le jour de la séance, j'étais terriblement nerveuse. Philippe avait changé, physiquement du moins. Il avait repris du poids, son regard était plus clair, plus présent. La thérapie et les médicaments semblaient avoir eu un effet positif. La séance a été difficile, émotionnellement éprouvante, mais aussi étrangement libératrice. Nous avons parlé de Georges, de notre famille d'avant, des moments où les choses avaient commencé à dérailler. Philippe a assumé l'entière responsabilité de ses actes, sans chercher d'excuses ni de circonstances atténuantes. À la fin de la séance, alors que je m'apprêtais à partir, il m'a posé une question qui m'a laissé sans voix. « Crois-tu qu'un jour, nous pourrons avoir une conversation normale, pas comme mère et fils, mais juste comme 2 personnes qui ont partagé une histoire ?» Je l'ai regardé longuement avant de répondre. « Je ne sais pas, Philippe, mais je suis venue aujourd'hui. C'est déjà un début. » En sortant de la prison ce jour-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. L'espoir. Non pas l'espoir d'une réconciliation miraculeuse ou d'un pardon impossible, mais l'espoir plus modeste, plus réaliste, d'une forme de paix intérieure. Aujourd'hui, 3 ans après cette terrible découverte qui a bouleversé ma vie, je continue à diriger la Fondation Georges Dufresne. Je vis seule dans un nouvel appartement. L'ancien contenait trop de souvenirs, bons et mauvais. Je vois Philippe 4 fois par an, lors de visites brèves mais significatives.
Nous ne parlons pas du passé, seulement du présent, parfois de l'avenir. Je ne l'ai pas pardonné. Je ne le ferai jamais. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers cette épreuve. Il est possible de reconnaître l'humanité de quelqu'un, même après les actes les plus impardonnables. Non pas pour minimiser l'horreur de ces actes, mais pour se rappeler que la ligne entre l'humanité et la monstruosité est parfois plus fine, plus fragile que nous ne voudrions le croire. C'est cette leçon que je partage maintenant à travers la Fondation. Non pas une leçon de pardon facile ou d'oubli complaisant, mais une leçon de vigilance éthique et de responsabilité personnelle. Une leçon sur l'importance des choix que nous faisons chaque jour et sur la façon dont ces choix, petit à petit, construisent ou détruisent qui nous sommes. J'ai appelé mon avocat ce jour-là, non pas pour me venger de mon fils, mais pour l'obliger à faire face à ses actes, pour lui offrir la seule rédemption possible, celle qui passe par la reconnaissance pleine et entière de sa responsabilité. C'était un acte d'amour, le dernier peut-être, mais aussi le plus important que je pouvais lui offrir en tant que mère. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas facile à partager. Chaque mot prononcé rouvre des blessures que le temps a à peine commencé à cicatriser. Mais je crois fermement que certains récits, même les plus douloureux, méritent d'être partagés. Non pas pour le sensationnalisme, mais pour les leçons qu'ils peuvent offrir. Tout a commencé par une simple découverte. Un téléphone laissé sur une table, un message intercepté par hasard. « Je veux me débarrasser de ma mère au plus vite et recevoir cet héritage. » Ces mots ont fracturé ma réalité en un instant. Mon fils, Philippe, celui que j'avais porté, nourri, élevé, avait planifié ma mort avec une froideur calculatrice que je n'aurais jamais pu imaginer. J'aurais pu réagir impulsivement. J'aurais pu le confronter immédiatement, hurler ma douleur et ma trahison. Mais quelque chose en moi, peut-être cette rigueur scientifique acquise durant mes années d'enseignement, m'a poussé à observer, analyser, planifier. J'ai joué le rôle de la mère vieillissante et vulnérable qu'ils espéraient voir, tout en documentant méticuleusement leur complot, les faux médicaments qu'ils me faisaient prendre, conçus pour me faire paraître sénile, les consultations avec un faux médecin, les documents falsifiés. Tout était orchestré pour me faire déclarer incapable et s'emparer de mon patrimoine. Une machination d'autant plus cruelle qu'elle venait de mon propre enfant. Mais le plus choquant restait à venir. J'ai découvert que Philippe avait déjà commis l'irréparable 12 ans plus tôt, l'empoisonnement de son père, mon mari Georges, dont la mort avait été attribuée à une crise cardiaque. Cette révélation a été comme un second deuil, plus violent encore que le premier. Avec l'aide de mon fidèle ami et avocat Mathieu, de ma collègue toxicologue Sophie et d'un détective privé, j'ai piégé mon fils et sa complice Camille. Le jour de la confrontation, ils sont tombés dans le piège que j'avais méticuleusement préparé. Philippe, pensant trouver des documents l'incriminant dans un détournement de fonds, a découvert à la place toutes les preuves de son complot contre moi. Ce qui a suivi a été une longue et douloureuse descente dans les méandres de la justice et de mes propres émotions contradictoires. Philippe a tenté de mettre fin à ses jours en prison. J'ai découvert son journal intime, révélant une personnalité tourmentée que je n'avais jamais vraiment connue. J'ai accepté de le voir à l'hôpital pénitentiaire, non par pardon, mais par besoin de compréhension. Au fil des mois et des années, j'ai reconstruit ma vie autour d'un nouveau sens du devoir. La Fondation Georges Dufresne, créée à la mémoire de mon mari, aide aujourd'hui des jeunes à risque à trouver leur voie. Notre tragédie familiale sert d'étude de cas sur les conséquences dévastatrices de choix moralement défaillants. Quant à ma relation avec Philippe, elle reste compliquée. Je le vois quelques fois par an. Nous parlons du présent, jamais du passé. Je ne lui ai pas pardonné. Je ne le ferai jamais. Mais j'ai appris à reconnaître son humanité malgré l'horreur de ses actes. C'est peut-être la leçon la plus difficile et la plus importante de cette expérience. La frontière entre l'humanité et la monstruosité est parfois terriblement fine. Si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'elle peut résonner avec certains d'entre vous. Peut-être pas dans son extrême violence, mais dans ses thèmes sous-jacents. La trahison familiale, les secrets qui nous rongent, la force nécessaire pour affronter des vérités insupportables. J'aimerais maintenant m'adresser directement à vous qui m'avez écouté jusqu'ici. Votre présence, même virtuelle, m'a donné la force de raconter cette histoire qui reste si douloureuse. J'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Cette expérience vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà fait face à une trahison que vous pensiez impossible? Comment avez-vous trouvé la force de continuer? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages,
Vos réactions sont précieuses, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui pourraient se sentir seuls face à des épreuves similaires. Chaque commentaire est une main tendue, un moment de connexion dans un monde où nous nous sentons parfois terriblement isolés. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à Souvenirs de grand-mère. Notre chaîne est dédiée à ces récits de vie qui, malgré leurs difficultés, portent en eux des leçons importantes. Chaque semaine, je partage une nouvelle histoire, certaines tragiques comme celle-ci, d'autres plus lumineuses, mais toutes authentiques et porteuses de sens. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des récits de résilience, de courage, de transformation. Des histoires qui, je l'espère, vous aideront à naviguer vos propres défis avec un peu plus de sagesse et de compassion. Je dois vous avouer que la réalisation de ces vidéos représente un investissement considérable, en temps, en énergie émotionnelle, mais aussi en ressources. Si vous appréciez ce travail et souhaitez soutenir la continuité de Souvenirs de grand-mère, vous pouvez nous aider grâce à la fonction Merci disponible sous cette vidéo. Votre contribution, même modeste, nous permet de couvrir les frais de production et de vous proposer du contenu quotidien de qualité. Votre soutien signifie beaucoup plus qu'une simple aide financière. C'est une reconnaissance de la valeur de ces histoires, de l'importance de les partager, de les préserver. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer cette mission qui nous tient tant à cœur. Créer des espaces où les expériences humaines, même les plus difficiles, peuvent être exprimées et entendues. Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une réflexion. Dans ma longue vie de 68 ans, j'ai appris que les plus grandes épreuves peuvent parfois ouvrir la voie aux plus importantes transformations. La trahison de mon fils a détruit ma vie telle que je la connaissais. Mais des cendres de cette destruction est née une nouvelle raison d'être, peut-être plus significative encore que celle d'avant. Je ne vous souhaite certainement pas de vivre une telle tragédie. Mais quelles que soient les épreuves que la vie place sur votre chemin, j'espère que vous trouverez, comme moi, la force de transformer la douleur en quelque chose qui a du sens. Quelque chose qui, peut-être, pourra aider d'autres personnes à ne pas se sentir seules dans leur propre bataille. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette vidéo vous a touché, de la partager avec ceux qui pourraient en tirer bénéfice, et surtout, de nous faire part de vos pensées dans les commentaires. C'est votre engagement qui donne vie à cette communauté et qui nous encourage à continuer, même quand le processus devient émotionnellement exigeant. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute attentive. À bientôt sur Souvenirs de grand-mère pour une nouvelle histoire de vie.